Fabien Fiva, bonjour. Bonjour. Alors Fabien, tu es conseiller national vert, tu es en pleine session parlementaire ici à Berne. C'est une session qui est très intense avec des thèmes passablement importants pour les Vertes et les Verts et aussi, entre autres, l'élection de 2 membres du Conseil fédéral. Comment vas-tu ? Mais ça va bien. On vient d'élire une nouvelle romande au Conseil fédéral, ce qui en soi était une surprise, mais une surprise plutôt agréable. En tout cas, je pense qu'on a élu une bonne conseillère fédérale. Reste maintenant à savoir quel département elle va hériter. Et puis pour le reste, on a perdu 10 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque on a malheureusement Albert Rösti qui sans doute reprendra le DTEC dans toutes les questions de climat, de biodiversité, de transport. Et dans ce sens-là, je pense que ce matin, c'était plutôt une défaite qu'une victoire. Merci, ça lance parfaitement ce deuxième épisode de notre podcast. Ce sera évidemment un sujet ces prochaines semaines de savoir un peu ce qui se passera au Conseil fédéral. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et tous, aux auditrices et aux auditeurs dans ce deuxième épisode de notre nouveau podcast qui s'intitule « Les Vertes et les Verts en discussion ». Merci tout d'abord à vous toutes et tous pour vos retours suite au premier épisode. Vous avez été nombreux et nombreux à nous écrire, à nous communiquer un certain nombre de retours sur ce premier épisode et c'est avec plaisir que nous vous avons lu et que nous essayons de prendre en compte en fait vos remarques pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique de paix et de sécurité prônée par les Vertes et les Verts. Je m'appelle Ilias Panchard, je suis en charge des campagnes dans l'équipe mobilisation des Vertes et des Verts suisses. Et en un mot, à travers ce nouveau podcast, notre but c'est d'échanger avec les personnalités vertes de façon directe, de façon décontractée. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec toi, Fabien. Donc Fabien, tu es biologiste de profession, tu as 2 enfants, tu habites à La Chaux-de-Fonds, tu es conseiller national vert neuchâtelois, membre de la commission de politique de sécurité. On va parler de paix, de sécurité, d'avions de combat, de service civil et j'en passe. Est-ce que ça te convient ? Oui, je me réjouis de cette discussion. Alors, c'est parti. Fabien, pour commencer en quelques mots, comment s'est passée cette première législature pour toi au Conseil national ? Moi, j'ai découvert un poste qui est passionnant, les thèmes de société qui touchent assez directement la vie des gens. J'ai fait tous les échelons, que ce soit le législatif communal, cantonal et maintenant fédéral. Et à chaque fois, il y a des thèmes qui sont, moi je trouve, de plus en plus passionnants parce que je pense véritablement on a une prise directe sur la vie des gens pour essayer d'améliorer le cadre de vie. Et il faut dire aussi qu'avec la majorité qu'on vit, c'est parfois difficile parce que on gagne de loin pas tous nos combats. Donc il faut savoir perdre, il faut aussi savoir se battre, il faut savoir revenir à la charge, continuer à relancer que ce soit le Parlement ou le Conseil fédéral pour essayer de faire avancer nos thèmes. Mais ça reste passionnant et extrêmement intéressant. Ça tombe bien, c'est ce que font les Vertes et les Verts depuis 40 ans, donc on y est préparé. Et puis, en tant que membre et président de la commission Sciences, Éducation et Culture, on t'a vu par exemple très actif sur des sujets comme la loi sur le cinéma, aussi évidemment sur les questions militaires, de sécurité, sur la question de Frontex, on y reviendra aussi peut-être plus en détail. Or, ce qui m'intéressait aussi en préparant cet entretien, c'est que tu es biologiste de formation. Et est-ce que c'est difficile peut-être de s'engager sur des thèmes qui peuvent être ou paraître éloignés de ton domaine de prédilection ? Quand on a sélectionné les commissions, quand on a dû dire quelles étaient les commissions qu'on aurait absolument voulu avoir, moi évidemment comme biologiste, j'ai travaillé dans des questions de protection de la biodiversité. Mon premier choix, c'était la commission environnement, aménagement du territoire et énergie, parce qu'il y a ces questions de biodiversité. Mais en même temps, après 15 ans de politique, je sais que de toute façon, lorsqu'on fait de la politique, on va toucher à des thèmes qui sont très éloignés de notre formation, de notre profession. Moi, j'aime bien ce côté très, très nouveau. J'apprends plein de choses à travers la politique. J'aime bien ce côté un peu innovant où j'essaye de thématiser des nouveaux thèmes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Un peu touche à tout, comme ça. Et c'est vraiment... c'est génial. Et si on prend la politique de sécurité quand même, j'ai beau avoir fait de l'armée, du service civil, j'ai un peu fait tout le schéma standard.
Et à chaque fois, je suis émerveillé de voir qu'il y a encore un nouveau thème auquel on peut s'attaquer, auquel on peut essayer de changer les choses. Mais je pense qu'on le verra dans la suite du débat. C'est quand même une commission où c'est quasiment impossible de gagner quelque chose, et puis où on passe plus de temps à essayer de donner à nos collègues nos bonnes idées pour espérer qu'elles passent. Parce que lorsqu'elles viennent, en particulier d'une ou d'un vert, eh ben, elles ont très peu de chances d'être adoptées, d'être acceptées. Ça tombe bien, on reviendra sur la difficulté d'être minoritaire, peut-être en tant que verte et vert dans cette commission. Peut-être pour entrer aussi dans le vif du sujet, en début d'année, évidemment, les troupes russes ont lancé l'opération de bombardement et d'invasion de l'Ukraine. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais le jeudi 24 février 2022 ? Je le demande parce que souvent dans ces événements-là, on peut pas penser au World Trade Center. Ces événements qui sont évidemment impossibles à prévoir, souvent on se souvient d'un moment. Du coup, ça m'intéressait un peu de savoir si peut-être comment tu as vécu un peu cette nuit-là ou le lendemain où en fait le monde entier n'en revenait pas de cette invasion. On se rappelle plein d'analystes éditorialistes sur des plateaux qui disaient aucune chance, c'est une manœuvre de la part de Poutine et il n'y a aucun risque que le pays soit envahi, c'est une façon de montrer les muscles. Intéressant parce que moi j'ai vraiment eu cette impression, enfin moi je me souviens pas parce que pour moi c'était pas tant une surprise. Ça fait quand même quelques années qu'il y a cette question de la guerre en Ukraine qui existe. Si on regarde les rapports de politique de sécurité qui sont mis à jour de façon répétée par le Conseil fédéral, on a déjà en 2016 la question de la guerre en Ukraine qui apparaît. On a déjà ce risque du retour d'une guerre en Europe qui a été thématisée, pour laquelle la Suisse a toujours dit qu'elle était prête. En soi, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle change énormément de choses au niveau énergétique, au niveau de l'inflation, au niveau de la vie des gens en Suisse, mais au niveau militaire, elle change très peu de choses. Au contraire, sans doute, avec le renforcement des positions de l'OTAN sur l'est de l'Europe, la Suisse, aujourd'hui, elle est dans une situation sécuritaire qui est meilleure que celle qu'elle avait avant. Mais c'est difficile à thématiser, c'est difficile à faire qu'on prenne conscience, en fait, de cette réalité-là. Mais je crois vraiment que, pour moi, ça a changé assez peu de choses, sinon que ça a complètement chamboulé notre agenda politique à Berne. Un peu comme au moment de la pandémie, tout à coup, tout a changé. C'est un peu la même chose. Tout le monde a soit utilisé, soit thématisé des thèmes en lien avec la guerre en Ukraine pour essayer de faire avancer un agenda politique. Et vraiment, dans le domaine de la politique de sécurité, je crois que nos collègues de droite ont extrêmement bien utilisé cette guerre pour augmenter le budget de l'armée, pour acheter de nouvelles armes, pour thématiser à nouveau l'idée, même si elle est saugrenue, farfelue, d'une invasion des Russes en Suisse. C'est de loin pas nouveau, c'est un thème qui était déjà présent pendant la guerre froide. On a toujours eu cet ennemi éternel qui est la Russie. Et puis on a pu le remettre au goût du jour pour racheter de l'armement. Et moi je crois vraiment qu'il y a une sorte de frénésie à ce niveau-là, où il faudrait en revenir et se rendre compte qu'en fait on est allé trop loin et qu'il faut remettre une politique de paix, il faut remettre d'autres valeurs au centre. Je pense que la transition est toute trouvée. Justement, ma question suivante, c'était de comprendre un peu qu'est-ce que ça signifie pour les Vertes et les Verts, pour toi, de défendre notre vision de politique de sécurité et de paix, en particulier en temps de guerre, en tant que, j'ose le mot, en tant que pacifiste, en tant qu'antimilitariste peut-être, en tant que Vert minoritaire dans ces commissions. En quoi est-ce que ça consiste, puis quels sont les défis justement ? Je crois qu'un des premiers défis, c'est de se rendre compte qu'en fait, on le vit très fort maintenant, mais cette tendance à toutes les nations à s'armer, à s'équiper en armement, c'est une des premières causes en fait de la guerre, c'est une des premières causes d'insécurité internationale. On le voit autour de nous maintenant, tous les pays veulent absolument acheter des armes, s'équiper en armement.
Et il y a, à mon avis, cette fuite en avant au niveau du réarmement qui fait qu'on se retrouve dans cette situation qui pourrait finalement renforcer cette confrontation des blocs. Et je crois vraiment la politique de paix, c'est celle qui est plutôt et qui est traditionnellement celle de la Suisse à travers sa position de neutralité, de dire non, il faut, à travers les institutions internationales, à travers le multilatéralisme qu'on a perdu ces dernières décennies, à un moment donné, c'était très fort, l'ONU était forte, on essayait de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver des solutions, et on est en train de perdre en fait ça. Il y a énormément de confrontations de blocs, c'est de plus en plus des accords qui ont tendance à être plutôt bilatéraux ou à l'intérieur de ces blocs, et on a perdu cette capacité au niveau international à dialoguer à travers la diplomatie, à trouver des solutions communes. Et je pense vraiment que c'est cet aspect-là qu'il faudra remettre en avant. On a aussi cette question que moi je trouve centrale des nationalismes, où de plus en plus chacun dans son pays se referme sur lui-même, aurait tendance à ne plus vouloir collaborer avec les autres. Et on le voit, c'est, je pense, une nécessité, que ce soit avec nos voisins européens, mais aussi plus globalement avec l'ensemble des autres pays, de trouver des solutions diplomatiques, travailler ensemble. Et je pense qu'en tant que Verts, c'est d'autant plus important que le réchauffement climatique, par exemple, c'est une des tâches communes à l'ensemble des nations du monde, pour laquelle il va falloir trouver des chemins communs. On ne peut pas faire seul. On ne peut pas avoir un pays qui décide de ne pas jouer le jeu. C'est parfois la tendance qu'on sent aussi chez nos collègues de droite, de dire mais la Suisse est tellement petite qu'elle n'a rien besoin de faire pour contrer le réchauffement climatique. Et au contraire, parce qu'on est responsable en tant que pays industrialisé depuis très longtemps de la grande majorité des émissions qui ont eu lieu dans l'histoire, mais en plus, à travers cette responsabilité, et parce qu'on est très directement touché par le réchauffement climatique, eh bien, on doit tout mettre en œuvre chez nous d'abord et montrer l'exemple vis-à-vis des autres. Je crois que tu as déjà commencé à parler de climat, tu as parlé aussi, face à cette politique des blocs, qui soient hégémoniques ou non, mais face au nationalisme, face au réarmement voulu par les élus bourgeois. Est-ce que tu peux peut-être continuer un peu à expliquer peut-être la vision de politique de sécurité et de paix selon les Vertes et les Verts, et puis comment est-ce que un peu toi tu essayes de la défendre au quotidien? La vision qu'on a toujours défendue dans la commission entre membres des Verts et qui est assez largement acceptée, je pense, par l'ensemble des Verts, c'est cette vision. Aujourd'hui, on a un rapport qui existe, qui est remis à jour de façon répétée sur les menaces qui pèsent sur la Suisse. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de relire ce rapport et puis de le mettre aussi dans le contexte, parce qu'il existe depuis de nombreuses années. Il montre globalement que les menaces principales qui pèsent sur la Suisse aujourd'hui, c'est toutes les questions liées au réchauffement climatique et à ses conséquences. C'est tous les problèmes qu'on a en termes d'approvisionnement, que ce soit énergétique ou bien en biens de première nécessité, et toute la question des pandémies. Et c'est intéressant quand même, parce que ces dernières années, on a vécu finalement ce qui était d'abord hypothétiquement écrit dans ces rapports, qui s'est finalement, qui malheureusement est devenu une réalité. Que ce soit la pandémie de Covid, pour laquelle on n'a pas été du tout préparé, même si ça fait très longtemps que c'est écrit dans ces rapports, comme quoi il faudrait que la Suisse se prépare beaucoup mieux, prépare ses hôpitaux, prépare son approvisionnement, que ce soit en médicaments. La question des masques, elle existait déjà avant, par exemple, face à ce risque de pandémie. Alors on n'a pas imaginé qu'elle soit aussi forte, qu'elle ait autant d'impact économiques et sociaux, reste qu'on aurait pu beaucoup mieux s'y préparer. Le réchauffement climatique, c'est la même chose. On a cette impression comme ça qu'il est tellement lent, que ses effets sont graduels, qu'on se retrouve dans cette situation où on aurait tendance à dire mais on a le temps, on a d'autres priorités avant celle du réchauffement climatique. Et je pense que non, ces conséquences sont extrêmement fortes.
La Suisse, c'est un des pays où le réchauffement est le plus fort en comparaison internationale. Ça veut dire que les effets du réchauffement sont extrêmement forts en Suisse. On le voit, nos glaciers disparaissent, notre approvisionnement en eau, en nourriture va forcément être impacté par le réchauffement climatique. Et nouveau, c'est un domaine où, on attend un peu, où on essaye plutôt de se reposer sur l'étranger avant de prendre des mesures chez nous. Mais je crois vraiment, là, il y a un élément qui est extrêmement important et pour lesquels il va falloir prendre des mesures. Et nous, on a toujours dit, mais il faut que ce soit... que tous les corps de milice, que ce soit l'armée, la protection civile, etc., ils doivent être prêts à réagir à justement ces menaces importantes. J'en ai oublié une d'ailleurs, qui était la troisième, je crois, en 2016, la question de la pénurie d'électricité. Et nouveau, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, il y a des cantons qui ont fait des études pour savoir comment est-ce qu'on pourrait réagir. Et tout le monde a dit, mais se préparer à ça va coûter tellement cher qu'on va attendre. Une réponse très suisse, presque. Et vraiment à travers aussi nos systèmes libéralisés, où on dit on verra bien, de toute façon le libéralisme ou le capitalisme va corriger tous les biais qu'on aurait introduits, on voit que ça ne fonctionne pas, que l'État doit être au centre, doit être la solution. Et contrairement à certains collègues, c'est justement pas le problème, mais la solution. Et là aussi, avec la pénurie d'électricité, on le voit. On a attendu avant d'être plus autonome en énergie. On s'est pendant longtemps dit qu'on n'avait pas besoin d'un accord avec l'Union européenne sur l'énergie. On s'est dit qu'on pouvait remplacer d'abord le mazout par du gaz en attendant peut-être de passer à des solutions plus durables et avec ce qui est alimenté par les énergies locales. Et puis, on se retrouve tout à coup au pied du mur avec une explosion du coût de l'énergie qui a un impact social énorme et pour lequel on n'a été finalement pas préparé. Et on sent comme ça qu'il y a une volonté plutôt d'acheter des chars, des mortiers, d'équiper tous les militaires en gilets pare-balles, en chaussures high-tech, et puis de racheter des élastiques de jambes, alors que derrière, les grands défis qui sont celui de la sécurité en Suisse sont en fait complètement ailleurs. Ces rapports sont intéressants parce qu'ils disent vraiment le risque d'une guerre sur sol suisse, il est tellement hautement improbable que s'y préparer est aussi très difficile. Mais nos collègues partent vraiment. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est tu l'as un peu cité avant, c'est qu'on est dans une sorte de difficulté ou de dilemme, c'est-à-dire que guerre en ce moment égale réarmement, en tout cas mène au réarmement. Et puis les voix qui sont plus les nôtres, plus pacifistes, qui demandent des solutions aussi globales, à long terme, sont un peu ridiculisées, ou en tout cas un petit peu moins entendues dans le débat. On a presque l'impression qu'il faut un peu cacher cette position, en tout cas qu'elle est difficilement audible en ce moment. Comment est-ce que toi, tu vis cela ? Puis est-ce que peut-être ta position a pu un peu changer, par exemple, depuis l'invasion russe, ou est-ce qu'au contraire, elle est encore plus réaffirmée depuis ce lancement de la guerre en Ukraine? Elle est réaffirmée pour différentes raisons. D'abord parce que politiquement, en fait, il y a aujourd'hui un mensonge, à mon avis, c'est de faire croire à la population que la Suisse n'est pas du tout préparée, que l'armée suisse ne fonctionne pas, qu'aujourd'hui, on n'investit pas assez dans notre défense militaire. C'est un mensonge pour différentes raisons. Aujourd'hui, on a un budget de, grosso modo, 5,3 milliards de francs, c'est le budget militaire. Mais en vrai, il est largement sous-estimé. Malheureusement, le Conseil fédéral n'a jamais voulu répondre à nos questions. Mais en 2012, ils ont fait une étude en estimant qu'à peu près entre 1 et 2 milliards de francs étaient dévolus à notre défense militaire, mais n'étaient pas calculés dans le budget de l'armée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le budget de l'armée n'est pas de 5,3 milliards, mais plutôt entre 7 et 8 milliards. Mais comme cette étude, le Conseil fédéral ne veut pas la faire, moi j'ai posé une question et la réponse était on ne peut pas répondre à cette question dans le cadre d'une réponse à une question simple. Donc déposer un postulat, mais ils vont y être opposés et on n'aura jamais cette réponse. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que si on prend tous les aspects
militaire aujourd'hui en Suisse, sans doute qu'on dépasse déjà 1% du PIB tel que le veut cette motion qui a été déposée quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et je crois là il y a un mensonge de la part des partis bourgeois vis-à-vis de la population. C'est de faire croire que notre armée n'est pas prête, et deuxièmement, c'est de faire croire qu'il faut se réarmer pour une invasion terrestre de la Suisse qui aura jamais lieu. C'est un agenda politique de la part de nos collègues de droite qui fonctionne extrêmement bien, parce que je crois qu'ils peuvent faire passer à peu près n'importe quelle proposition en disant simplement à cause de la guerre en Ukraine, la situation elle a changé et il faut que nous investissions plus dans notre sécurité. Et on le fait en investissant sur les mauvais aspects de sécurité. Ce que j'ai dit avant, aujourd'hui, la sécurité, c'est notre approvisionnement en électricité, en biens de première nécessité, c'est la question du réchauffement climatique. Je crois que ce qui ressort de notre échange, de tes réponses aussi, ce qu'on peut dire à partir de là que la politique verte, en tout cas dans son ensemble, est une politique de paix et de sécurité. Si je résume, si nous protégeons le climat, on arrive à prévenir les conflits évidemment liés au climat, si on cesse de financer les États belliqueux par notre consommation de pétrole en devenant aussi indépendant énergétiquement, ce qui est évidemment un des grands enjeux du moment, on finance plus leurs guerres, en tout cas ces guerres dans un certain nombre de pays. Tout cela nous semble assez convaincant, et pourtant dans la situation actuelle, des voix, tu l'as dit, s'élèvent pour réclamer d'autres mesures, pour plus de réarmement en Suisse, aussi dans toute l'Europe, pour exporter par exemple des munitions vers l'Ukraine. On voit que le débat est aussi lancé en Suisse qui questionne un peu la neutralité, peut-être pour aller vers des élus politiques plus proches de nous. On voit qu'en Allemagne, le vice-chancelier Robert Habeck et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock militent par exemple pour la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Moi, j'avoue qu'en suivant ça à titre personnel, on se retrouve parfois face à une sorte de dilemme un peu personnel. C'est vrai que c'est dur, ça questionne un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la position peut-être des Verts et des Verts suisses par rapport à ces enjeux là au niveau militaire, au niveau neutralité, au niveau exportation de matériel de guerre? Moi, je comprends extrêmement bien les Ukrainiennes et Ukrainiens qui ont aujourd'hui besoin de moyens de défense contre l'invasion russe. Je pense vraiment qu'un pays qui n'a pas la tradition de neutralité de la Suisse a tout intérêt à envoyer des armes en Ukraine, renforcer l'armement de l'Ukraine, aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Mais ce n'est pas le rôle de la Suisse. Le rôle de la Suisse, à travers sa neutralité, à travers ses bons offices, c'est toute cette question de la diplomatie, d'essayer de trouver des voies pour s'en sortir. Et moi, je crois vraiment, c'est quand même intéressant. On a changé la loi pour répondre à l'initiative, mais on a changé la loi sur l'exploitation de matériel de guerre pour dire clairement, on ne veut pas exporter du matériel de guerre. La Suisse ne veut pas exporter du matériel de guerre vers un pays qui serait en guerre ou qui ne respecte pas les droits de l'homme ou qui est dans une situation de guerre civile. Et on l'a fait à peine une année avant la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, bien sûr que face à cet appel, tout le monde voudrait vite changer la loi. Mais je crois qu'il faut aussi respecter, les institutions, mais aussi notre manière... une manière très, très suisse d'aborder ce problème de la neutralité. Déjà, moi j'ai trouvé intéressant parce que j'ai une fois hésité à poser un postulat pour justement demander au Conseil fédéral mais comment est-ce que la nouvelle situation internationale en lien avec la guerre en Ukraine modifie notre perception de la neutralité. Et il l'a fait de son propre chef et on voit que en fait, la volonté, elle est de ne pas changer cette vision. La dernière fois, le premier rapport, je crois qu'il date de 1993. À l'époque, on sortait de la guerre froide et puis on était d'une neutralité totale face à n'importe quel belligérant. Et puis, tout à coup est venue cette question de savoir est-ce que la Suisse, dans le cadre multilatéral qui existe dans l'ONU, est-ce qu'ils doivent reprendre ou non des sanctions ? C'était la base du débat.
il y a presque 30 ans. Et c'est assez intéressant parce qu'on a toujours ce même débat. L'UDC qui souhaite maintenant lancer une initiative pour dire la Suisse, dans sa neutralité, elle devrait revenir à la neutralité réduite nationale des années 60. Donc ça veut dire faire des affaires avec n'importe qui, y compris militaires. C'est réarmer au maximum la Suisse. Si on pouvait redépenser les 15 milliards qu'on dépensait pendant la guerre froide pour la défense en Suisse, je pense que ça leur conviendrait très bien. Il faut imaginer, on avait 625 000 hommes mobilisables en Suisse. On avait par habitant, je pense, une des plus grandes armées au monde. Et puis en fait, on en est revenu aussi à travers notre intégration dans l'Union européenne, à travers notre intégration au niveau mondial, à travers le fait que la Suisse tout à coup a quand même adhéré à l'ONU, à travers le fait que la Suisse est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une ouverture avec une autre vision, à mon avis, de la neutralité, qui est celle d'une neutralité plus active, où on reste neutre face aux belligérants. On offre notre capacité à offrir nos bons offices lorsqu'ils sont demandés, mais sans occulter le fait qu'on a une responsabilité. Et je crois que dans ce sens-là, la question des sanctions, elle est vraiment centrale. Peut-être là-dessus, ce que je trouve assez intéressant, tu as parlé de l'évolution de la neutralité depuis un certain nombre d'années, ou en tout cas d'une certaine évolution de la vision de la neutralité en Suisse. Et du coup, à titre très personnel, toi, du coup, depuis la guerre en Ukraine, tu n'as pas forcément eu non plus une évolution personnelle sur ces questions. Parce qu'on peut imaginer que notre vision de la neutralité peut aussi évoluer, puis qu'elle devienne, elle est active, elle pourrait l'être d'autant plus, et on pourrait partir du principe que l'exportation d'armes dans un contexte bien spécifique sur sol européen serait permis. Et du coup, tu n'as pas eu non plus cette évolution à titre personnel depuis l'invasion. Non, je crois qu'au contraire, ma vision elle a plutôt été renforcée. Je crois que la Suisse doit continuer à plutôt ne pas exporter. D'ailleurs, je serais pour une interdiction totale d'exportation de matériel de guerre de la part de la Suisse. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien dans le contexte actuel d'exporter des armes, surtout qu'on ne les exporte pas uniquement vers l'Ukraine, on les exporte, on l'a vu récemment, vers le Qatar, qui est quand même pas un exemple au niveau droit de l'homme, au niveau démocratie. Et je crois véritablement on a un autre rôle à jouer en tant que Suisse que celui d'exporter du matériel, que celui de choisir un camp aussi. Peut-être pour terminer, j'aurais un peu trois questions un peu successives sur trois sujets différents. Le premier concerne les avions de combat, les F-35. On peut dire que l'initiative populaire fédérale F-35 a été contournée, a été passée outre par le Conseil fédéral et le Parlement. Tu peux nous expliquer pourquoi cette initiative a dû être retirée, quitte de la démocratie et de la volonté populaire? Je pose aussi ces questions parce qu'à titre personnel, voilà, je fais partie de ces gens chez les Verts et les Verts qui ont été actifs pour la fin de l'obligation de servir, contre l'achat du Gripen. On a aussi mobilisé des dizaines et dizaines de membres. Alors évidemment, toi aussi, pour aller récolter les dernières signatures pour aller déposer l'initiative. Peut-être nous expliquer un petit peu ce contexte-là, en quelques mots de pourquoi ou comment est-ce qu'on a pu on en arriver là dans le pays le plus démocratique du monde. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour nous aussi. Finalement, on a tout mis en œuvre pour qu'on puisse avoir cette votation. On a récolté les signatures dans un temps record, plus de 110 000 signatures en moins d'une année. C'est pas facile non plus. C'était dans un contexte en plus assez difficile, puisqu'on était encore dans la période de la pandémie de Covid. Et dans ce sens-là, je crois qu'on a rempli toutes nos obligations qui auraient dû permettre ce qui est une votation populaire. Est-ce que la population puisse se prononcer pour savoir est-ce qu'elle veut acheter des F-35 ou non. Et puis, on n'a simplement pas été écouté. Le Parlement lui-même a introduit une clause qui demandait au Conseil fédéral de signer le plus vite possible ces contrats. Et puis le Conseil fédéral a suivi l'injonction du Parlement, puisque quelques semaines à peine après la décision des chambres, le Conseil fédéral a signé ces contrats. Et à partir de là, l'initiative elle-même, elle devenait caduque. Je crois qu'on n'a tous pas envie de se prononcer sur une...
je crois vraiment pour la démocratie suisse, ça ne fait aucun sens si la population se prononce sur un objet qui est vide. Et en plus, on nous aurait sans doute reproché ou on aurait dit pendant toute la campagne que ça ne fait aucun sens puisque de toute façon, ces avions, ils sont achetés. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même, on a encore récemment entendu que finalement, pour les Allemands, c'est plus compliqué que ce que c'était, ce sera plus cher que ce qui était prévu, cet achat des F-35. Et moi, je reste persuadé que ces problèmes-là, on les aura aussi en Suisse. Le F-35, c'est un avion fragile, qui n'est pas adapté à la police du ciel pour la Suisse, un bombardier furtif fait pour aller attaquer les lignes ennemies. C'est vraiment le pire avion qu'on ait pu choisir pour la Suisse. Ça plaît sans doute à l'armée de l'air qui voulait l'engin le plus perfectionné, mais pour les tâches qui sont celles de l'armée de l'air en Suisse, c'est le pire avion qu'on ait pu choisir. Affaire à suivre, on dira. Peut-être un petit mot sur le service civil. Tu es personnellement coprésident de Civiva, la fédération du service civil. Quelques mots, tu peux nous dire un peu quels sont les défis actuels du service civil qui fait face à un certain nombre d'attaques des partis bourgeois régulièrement lors de chaque législature? C'est une constante sous la coupole fédérale, puisqu'à peu près à chaque législature, mais presque aussi chaque année, il y a une attaque contre le service civil. Généralement, la base de l'idée, pourquoi est-ce qu'on attaque le service civil, c'est parce que l'armée manque d'effectifs, mais c'est pas le service civil qui lui enlève des effectifs. Depuis quelques années, on a réformé le fonctionnement même du recrutement au sein de l'armée. On a autorisé les gens à attendre d'avoir 24 ou 25 ans avant de pouvoir faire le recrutement. Avant, il était obligatoire avant 20 ans. On a introduit le service long qui est une très bonne avancée parce qu'il permet aux jeunes de faire tout leur service militaire en une année. Le problème, c'est qu'ensuite, 4 ans après, ils sont totalement libérés. Donc, c'est des gens qui manquent à l'alimentation de l'armée. Et puis, on a encore, et ça c'est là où la discussion elle prend une tournure un peu particulière, on a diminué le nombre d'années de service obligatoire, et puis on se retrouve, et là c'est quand même un peu une plaisanterie, mais on se retrouve entre 28 et 29 avec potentiellement peut-être un trou de 20 000 soldats parce que il y a 2 écoles de recrues qui sont libérées en même temps à ce moment-là. Et on utilise cet argument-là pour attaquer systématiquement le service civil. Et il faut se rendre compte, avec des arguments qui sont faux, pendant la pandémie, et moi je le regrette, le Conseil fédéral a loué la mobilisation de l'armée, a loué dans les cantons la mobilisation de la protection civile, qui n'est pas le service civil, c'est une protection civile qui est cantonale, sans jamais parler du service civil. On a un service fédéral qui dépend du Conseil fédéral Guy Parmelin, qui ne parle jamais du service civil, qui ne met pas en avant les immenses avantages qu'a ce service. C'est près de 4000 personnes qui sont en permanence dans les OMS, dans les hôpitaux, dans les services des collectivités locales, dans les entreprises, pour fournir un travail important à la population. C'est des jeunes qui sont prêts à faire 1,5 fois plus de services que ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient choisi l'armée, pour aider la population suisse dans plein de... C'est bien vu pendant la pandémie aussi, de l'engagement des civilistes qui a été très, très intense. Il nous reste assez peu de temps, on pourrait en discuter très, très longtemps. Peut-être un dernier sujet, et je pense que ça touche beaucoup d'auditrices et d'auditeurs aussi proches de nous, proches des Verts et des Verts. On a beaucoup d'activistes, de militantes, de militants. On a appris il y a quelques mois que les élus et les élus avaient été espionnés, que le service de renseignement de la Confédération documentait des voyages de parlementaires ou autres. Moi-même, j'avais fait une demande comme passablement de personnes dans ce pays. La réponse ne m'a pas été donnée. En tout cas, la réponse sur les données concernant mes données a été différée. Je lis simplement en un mot la réponse qui dit « Votre réponse est différée car vos données sont liées à des intérêts prépondérants. » Qui pourrait être potentiellement quelque chose d'assez inquiétant. En tout cas, on aura envie d'avoir quelques détails.
La deuxième possibilité, ce serait si des intérêts prépondérants d'un tiers exigent le secret, donc il peut quand même aussi s'agir de quelque chose d'important, ou alors si le service de renseignement ne traite pas de données vous concernant, sachant que des personnes ont reçu une réponse qui leur disait « nous n'avons pas de données sur vous ». Donc si c'était ce troisième scénario, a priori j'aurais aussi cette réponse. Et je pose cette question non pas parce que ça me concerne juste personnellement, mais parce que plein de personnes se retrouvent face à cela. On dit que la loi est transparente et démocratique, mais des personnes qui font une demande en fait n'obtiennent pas de réponse. Peut-être en quelques mots, est-ce qu'il y a un pilote ou une pilote dans l'avion du service de renseignement de la Confédération ? Alors on a deux problèmes. Un, la transparence n'existe pas au niveau des données qui sont stockées par le SRC. On le voit d'ailleurs depuis longtemps, la question des données qui touchent directement le personnel politique. Donc moi par exemple en tant que conseiller national, cette question-là est thématisée de façon répétée par les commissions de gestion. Il y a très peu d'écoute de la part du service de renseignement de l'autre côté. Et puis l'autre côté, c'est l'immense pouvoir qu'a en fait le service de renseignement en Suisse. Puisque à la base, on pourrait comme ça, on va dire, le service de renseignement, normalement, c'est les services secrets. Donc on partirait plutôt du principe que leur tâche principale est tournée vers l'étranger plutôt que vers l'intérieur du pays. Et on se rend compte que le gros du personnel et des tâches qui sont aujourd'hui dévolues au SRC sont la surveillance des citoyennes et des citoyens suisses. Et ça, c'est un énorme problème dans la manière dont fonctionne ce service. Mais c'est très difficile à changer. On le voit, on a aujourd'hui une nouvelle version de la loi sur le renseignement qui a été mise en consultation, qui renforce encore le pouvoir du service de renseignement pour la surveillance intérieure, pour la surveillance des citoyennes et des citoyens suisses. Et c'est extrêmement difficile d'y mettre un frein, parce que nos collègues de droite mettent toujours en avant la violence intérieure, le risque de terrorisme, pour renforcer ce service au détriment de la population. Merci, je crois que ta réponse montre qu'on est aussi face à une certaine opacité. On touche gentiment à la fin de cet entretien. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, et à toi, Fabien, pour cet entretien très intéressant, pour ton expertise, ton engagement sur ces sujets, aussi en faveur évidemment d'une politique de sécurité plus verte et plus responsable en Suisse. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais encore dire, ajouter, t'adresser à nos auditeurs ou auditrices pour terminer ? Non, je remercie pour l'écoute. J'espère que ces quelques minutes ont été intéressants. Vraiment, il faut s'inquiéter en fait de la perte de liberté qu'on a aujourd'hui à travers le renforcement des contrôles, la surveillance intérieure, à travers le renforcement aussi de l'armée. Il y a cette volonté de toujours avoir plus de budget, et cette augmentation du budget de l'armée, il va se faire un jour au détriment des autres secteurs, que ce soit l'environnement, que ce soit le climat, que ce soit le social. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une résistance qui se mette en place pour qu'on réussisse à inverser la tendance, et que ces prochaines années, on ne dépense pas chaque année 2 milliards de plus à l'armée, parce qu'on sait ces 2 milliards, ils manqueront ailleurs. Merci pour ce cri du cœur final que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices partageront. Donc ce deuxième épisode de notre podcast Les Vertes et les Verts en discussion se termine déjà. Rendez-vous en janvier 2023 pour le suivant. Merci à toutes et tous pour votre intérêt, pour votre écoute. N'hésitez pas à continuer à nouveau à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions. Pour cela, vous pouvez par exemple nous envoyer un email à l'adresse suivante, vert au pluriel, verts, @vert.ch. Nous vous répondrons avec plaisir. Ou nous envoyer un message ou un message audio sur WhatsApp au numéro suivant, 079 920 80 93, qui est aussi disponible sur Signal, 079 920 80 93. Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre canal YouTube et sur les différentes applications de podcast. Merci beaucoup. Fabien, encore merci, et à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup. À une prochaine. Ciao.